Bien, bonjour tout le monde. Donc, toujours, on est le samedi 24 juin 2023, toujours dans le cadre de la préparation au CRPE session 2024. Je propose un corrigé de la session 2023, groupement 1. À la sortie des épreuves, j'ai déjà effectivement mis en ligne quelques corrigés. J'ai fait ça relativement rapidement. Donc, je vous propose de reprendre les 6 exercices. Donc, ça va être un petit peu long. Je vais dans un premier temps vous montrer l'énoncé. Bien sûr, le mieux, ce serait de télécharger directement le sujet sur Internet. Donc, il suffit de taper CRPE session 2023, groupement 1. Et donc, vous aurez le corrigé, donc, si vous voulez, écrit. Donc, je vous propose sans plus tarder, d'abord d'énoncer l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1. Vous voyez bien, c'est la session donc 2023. Alors, exercice, donc le sujet porte, je crois, sur 6 exercices. La durée, bien sûr, de l'épreuve est de 3 heures. Et donc, voilà pour la mention de l'exercice numéro 1. Je vous laisse le noter. Donc, l'exercice numéro 1, le voici. Donc, nous avons une figure avec les indications au tableau. Je vous laisse découvrir. Et on me demande de démontrer que l'angle CFE est droit. Et en fait, ensuite, déterminer la longueur du parcours. Donc, en fait, c'est un professeur des écoles qui organise avec sa classe de CM1, qui organise donc une randonnée à vélo. Donc, le parcours, c'est B, C, E, F, C, D et B. Donc, comme vous le voyez, nous avons toutes les longueurs des parcours, sauf la distance, sauf la longueur de BD. Donc, ici, dans un premier temps, on me demande de démontrer que ce triangle est rectangle. Donc, très rapidement, voilà ce qu'on peut dire. Très rapidement, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on me demande de démontrer que ce triangle est rectangle. Tout le monde reconnaît ici, bien entendu. On va donc faire appel à la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, je repère le plus grand des trois côtés, c'est CE. Je vais donc calculer CE au carré. Je vais ensuite calculer CF carré plus FE carré. Et je vais comparer les deux valeurs. Bien entendu, comme on me demande de démontrer que le triangle est rectangle, je vais bien sûr déterminer que CF carré plus FE carré est bien égal à CE carré. Ensuite, on me demande de déterminer la longueur totale du parcours. Donc, pour déterminer la longueur totale du parcours, il va me rester à calculer BD. Et je vois que cette fois-ci, j'ai un triangle rectangle en B. Je vais, contrairement à tout à l'heure, cette fois-ci, appliquer directement le théorème de Pythagore et écrire que CD carré, l'hypoténuse, c'est CD, donc CD carré est tout simplement égal à BC carré plus BD carré que je calcule. Donc, j'ai plus qu'à écrire que BD carré est égal à CD carré moins BC carré. Très bien. Une fois que j'ai calculé BD, je n'ai plus qu'à faire la somme de toutes les distances parcourues par les élèves de cette classe. Troisième question. Donc, une fois que j'ai trouvé la distance parcourue, je ne sais pas quelle est la longueur, on me donne ici, sachant que la vitesse moyenne du groupe est de 14 km/h, la classe fera-t-elle le parcours en moins de 2h45 minutes? Alors, je peux laisser 2h45 minutes ou écrire que 45 minutes, c'est tout simplement 45 divisé par 60 heures, ce qui me donne tout simplement 3 quarts d'heure ou tout simplement 0,75 heures. Ce qui veut dire que 2h45 minutes est égal à 2,75 heures. Donc tout ça, je vais le détailler après. Bien sûr, on va comparer pour trouver donc la durée du parcours. On sait que la relation qui lie distance parcourue
c'est la vitesse moyenne fois la durée du parcours. Et on me demande la durée du parcours, donc je vais écrire T égale D divisé par V. Et je vais comparer la valeur trouvée avec celle qui est proposée. Donc voilà ce que donne le corrigé, donc écrit de façon plus synthétique. Encore une fois, ce que je vous donne, c'est vraiment un modèle de corrigé. Donc il faut s'en inspirer le jour de l'examen. Donc le voici. Alors donc la figure, elle est là. Alors, donc ici, comme je vous l'ai dit précédemment, on va calculer FC carré plus FE carré. Et on trouve 46,24. On va calculer CE carré et on trouve 46,24. Et comme FC carré plus FE carré égale CE carré, alors on en déduit que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on en déduit que le triangle CFE est bien rectangle en F. Donc, et forcément, n'oubliez pas de conclure, l'angle CFE est droit. Deuxième question. Calculer la longueur totale du parcours. Alors, on remarque une chose, c'est que je n'ai pas la distance DB. Mais d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle DBC rectangle en B, on a DC carré égale DB carré plus BC carré. J'en déduis que DB carré égale DC carré moins BC carré, soit 8,5 au carré moins 7,5 au carré. On trouve donc DB carré égale 16. On a donc DB égale 4 km. La longueur totale du parcours, c'est tout simplement BC plus CE plus EF plus FC plus CD plus DB. Je remplace et je trouve une distance parcourue de 36 km. Alors, la vitesse moyenne du groupe est de 14 km/h. Et donc, la durée du parcours, c'est bien sûr la distance parcourue par la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est de 14. Je fais donc tout simplement 36 divisé par 14, ce qui me donne 18 septièmes d'heure, soit environ 2h57. Mais on sait que 2h45, ça fait à peu près ça fait exactement 2,75 heures. Et on remarque que 2,57 heures est inférieur à 2,75. On en conclut que la classe fera le parcours en moins de 2h45. Ce que j'aurais pu aussi faire, c'est exprimer cette distance en minutes. Donc si je fais 18 divisé par 7, ça me fait 2 heures. Je prends la partie décimale, c'est-à-dire 0,57 que je multiplie par 60 pour trouver les minutes. Et enfin, la partie décimale multipliée par 60 pour trouver les secondes. Et là, je vois que 2h34 est bien inférieur à 2h45. Donc ça, c'est la question exercice numéro 1. On passe, si vous voulez bien, à l'exercice numéro 2. Alors, ici nous avons 4 personnes A, B, C, D qui se partagent une somme d'argent qu'on appelle petit a, petit b, petit c, petit d, les montants respectifs reçus par A, B, C et D. On sait que par ailleurs, petit a représente le quart de la somme totale. Donc si j'appelle grand S, on va commencer comme ceci. J'appelle grand S la somme totale. Donc là, on a compris que petit a va tout simplement être égal à 1/4 de grand S. Ensuite, petit b représente le tiers de la somme totale. Petit b sera égal à 1/3 de S. Attention, C et D se partagent le reste. Le reste, c'est tout simplement quoi? Le reste, c'est tout simplement S moins ce qui a été versé à A et B. Mais attention, C et D se partagent le reste en prenant chacun le même montant. Ça veut dire qu'on va supposer que la part revenant à C est égale à la part revenant à D. C'est-à-dire que tout ceci est égal à C plus D.
Mais attention, comme la part qui revient à C est égale à la part qui revient à D, je peux remplacer D par C, ce qui veut dire C plus C est égal à S. Alors attention, moins, et je remplace un quart de S. Là, je fais le calcul ici. Un quart de S plus un tiers de S. Je réduis au même dénominateur, ce qui me fait que 4 et 3 étant premier entre eux, le dénominateur commun c'est 12, donc ce qui me fait 3 douzièmes de S plus 4 douzièmes de S, ce qui me fait un total de 7 douzièmes de S. Par conséquent, ici j'ai grand S moins 7 douzièmes de S. Mais c'est quoi grand S? C'est 12 douzièmes de grand S. 12 douzièmes moins 7 douzièmes, ça me fait donc C plus C, et donc égal à 2C, égal, je répète, 12 douzièmes moins 7 douzièmes, ça me fait 5 douzièmes de S. Pour diviser un nombre par un autre, on multiplie le premier par l'inverse du second. Donc je vais diviser par 2. Je vais donc ici diviser 5 douzièmes par 2. Mais diviser 5 douzièmes par 2, je vous le dis tout de suite, diviser une fraction par un entier, d'accord, revient à multiplier la fraction par l'inverse de cet entier. Donc rappelez-vous, le plus rapide, c'est de dire je divise une fraction par un nombre entier, il me suffit de multiplier le dénominateur par ce nombre. Ce qui veut dire que S est tout simplement égal à 5 24e de grand S. Ça, c'est la valeur de C. Donc la part qui revient à D, c'est pareil, 5 24e de S. Et donc on me dit maintenant, comme D reçoit 55 €, donc je n'ai plus qu'à remplacer les valeurs pour trouver petit a, petit b et petit c. Donc petit c, la valeur, puisque petit d reçoit 55 €, ça veut dire que 5 sur 24 fois s égale 55 €. Je divise les deux membres par S. Autrement dit, je divise par 5 24e. Donc, je vais multiplier 55 par l'inverse de 5 sur 24, c'est-à-dire 24 sur 5. En simplifiant, ça me fait donc 11. Vous savez que quand on multiplie un nombre de deux chiffres par 11, je fais la somme des deux, ça fait 6. Ça fait donc 264. Donc voilà la somme totale à partager. Il ne me reste plus maintenant pour trouver la part de chacun. Donc à multiplier pour trouver A, on fait un quart de 264. Pour trouver B, on fait un tiers de 264. Et bien sûr, petit c et petit d reçoivent chacun 55 €. Donc voilà ce que donne le corrigé de cette première partie. Alors j'en profite pour lire simplement la seconde. Je vous donnerai directement le corrigé. Donc cette fois-ci, nous avons 4 personnes, E, F, G, H, qui se partagent une somme d'argent petit s. On appelle E, F, G, H les montants respectifs reçus par E, F, G et H. On sait par ailleurs que E reçoit le triple de F. Ça veut dire que E, la somme qui revient à E, est égale à 3F. G plus H reçoit le tiers de la somme totale. C'est-à-dire que G plus H est égal à un tiers de S. Donc là, ils ont pris la lettre petit s. Je vais conserver l'appellation. Et donc, je sais que G est égal à H, ce qui veut dire que je remplace G ou H par G, c'est comme je veux. Hein. Donc, si je remplace H par G, ça me fait donc G plus G, ça me fait 2G égale un tiers de S. Comme tout à l'heure, je divise par 2, il me suffit de multiplier le dénominateur par 2, ce qui me fait G égale à H égale à 1/6 de S. Très bien. Donc maintenant, je sais quoi? Je sais que E plus F plus G
plus H égale à S. Mais je sais que G plus H est égal à 1 sixième de S, égale S. Et je sais que E est égal à 3F. Donc je remplace E par 3F, ce qui me donne E plus, 3F plus F, ça me fait 4F plus 1 sixième de S égale S. Après, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation. Donc, ce que je fais, je vais faire donc 4F. Je rajoute moins 1 sixième de S de chaque côté. Ça me fait S moins 1 sixième de S. D'accord? Je réduis au même dénominateur. Donc, ça me fait donc 6 sixièmes de S moins 1 sixième, ça me fait donc 5 sixièmes de S. Et vous avez compris, ça veut dire que F est égal à diviser 5 sixièmes par 4 revient à multiplier le dénominateur par 4, ce qui fait 5 24e. Après, pour trouver E, il suffit de multiplier ça par 3. Donc, E est égal à 3F. Mais 3, je simplifie, ça me laisse 5 huitièmes de S. Et donc, voilà, exprimé, on a exprimé E, F, G, H en fonction de petit s. Alors, voilà ce que donne le corrigé. Rédigé donc. Donc, de la même façon que tout à l'heure, c'est fait un peu plus proprement. Voilà. Donc, nous avons au départ A égale 1 quart de S, B égale 1 tiers de S. On a donc C plus D égal à ce qui reste. Ça, on l'a fait. Ça, c'est pour la première question. Ensuite, je sais que C égale à D, ce qui veut dire que 2C égale A, S moins tout le reste. Et à partir de là, je tire tout simplement petit c égale 5 24e de S. On en conclut que C est égal à 5 24e de la somme totale. Et comme D est égal à 55, j'en déduis quoi? Que C est égal à 55. Mais comme C est égal à 5 24e de S, d'accord, j'en déduis que S est égal à 24 cinquièmes de S, de C. Et à partir de là, je tire S, qui est égal à 264 euros. Il ne me reste plus qu'à remplacer pour trouver petit a, petit b et petit c. Voilà, donc, pas de difficulté particulière. La deuxième partie de l'exercice. Alors, la deuxième partie de l'exercice, voici. Donc, on a au départ G plus H qui représente le tiers de la somme totale. On me dit que E est égal à 3F. On me dit que G est égal à H. Donc, comme tout à l'heure, je fais G plus G, ça fait 2G. Et donc, 2G est égal à 1 tiers de S, ce qui veut dire que G est égal à 1 sixième de S. Mais G et H ont la même valeur. Ensuite, j'ai E plus F plus G plus H égale à S, la somme totale, sachant que G plus H est tout simplement égal à 1 tiers de S, sachant que E, E est égal à 3F, donc j'ai 3F plus F, et donc 3F plus F, ça fait 4F, et je remplace ici, ce qui me donne 4F plus 1 tiers de S égale S, soit 4F égale 2 tiers de S. Et donc, en divisant par 4, ça me fait 2 douzièmes, soit 1 sixième de S. Ça me fait 1 sixième de S. Puis après, je tire E égale 3F, donc 1 demi de S. Et on a in fine E égale 1 demi de S, F égale 1 sixième de S, et bien sûr G égale H égale 1 sixième de C. Alors, on passe maintenant à un autre exercice, au troisième. Donc, vous avez le temps de poser la vidéo et de reprendre ces calculs tranquillement.
Donc voilà mon exercice. C'est un exercice de scratch, de construction. Là, j'ai un script, et de l'autre côté, j'ai ce qu'on appelle un bloc triangle. En fait, un bloc est un script c'est un sous-programme, si vous préférez, que le programme principal va appeler. Voyez? Donc ici, le bloc triangle, on va l'inclure ici. Autrement dit, lorsqu'on va rentrer dans cette boucle-là triangle, on va exécuter ce script-là. On va exécuter ce sous-programme. D'accord? Donc maintenant, on va définir, on va expliquer ce qui se passe ici. Regardez bien. D'abord, nous avons d'abord une variable. Nous avons une variable. La variable, c'est le côté. Donc, au départ, on va créer une variable qui s'appelle côté. Et côté va recevoir, il va recevoir la valeur combien? 100. 100 pixels, on va dire. Ou 100 pas. D'accord? Très bien. Ce qui veut dire que quand on va rentrer dans ce bloc, vous voyez, avant de rentrer ici, on a déjà, alors je vous expliquerai après la position moins 75, 50, on va d'abord s'orienter à 90. S'orienter à 90, ça veut dire que le lutin va regarder dans ce sens-là. Regardez bien. Le lutin va regarder dans ce sens. OK? Il va s'orienter, alors, il va démarrer à moins 75, 50. Donc, schématiquement, voilà ce qu'il faut retenir. En fait, lorsque vous avez votre programme Scratch, vous avez ce qu'on appelle l'axe des abscisses et vous avez ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Donc là, vous êtes au centre de l'écran à 0, 0. Donc là, vous êtes au centre de l'écran à 0, 0. Le lutin est à cette position. Mais là, on me demande d'être à la position moins 75, donc je serai quelque part ici, et plus 50. Donc moins 75 plus 50, le lutin va se trouver quelque part ici, et bien sûr, il est orienté à 90 degrés. Autrement dit, il va regarder dans ce sens. D'accord? Il est orienté à 90, il va regarder dans ce sens. Très bien. Donc là, on va entrer dans la boucle. On va mettre le côté à 100. Donc la variable côté va recevoir la valeur 100. Et donc, on va répéter 5 fois. Mais avant de répéter 5 fois, il faut d'abord exécuter une fois. On va donc exécuter une fois ce triangle. Mais pour exécuter ce triangle, forcément, il faut dire au lutin d'abaisser le stylo afin de pouvoir dessiner, afin de pouvoir écrire. Donc là, on abaisse le stylo en position d'écriture. Et là, regardez ce qui est écrit. Répétez 3 fois. Répétez 3 fois. C'est une boucle répétée. Regardez bien ce qui se passe. D'abord, on me dit quoi? Ah, donc le lutin, il est là. Et cette position-là, c'est quoi? Cette position-là, c'est quoi? C'est la position moins 75, n'est-ce pas? On est d'accord? Cette position-là, c'est le point de coordonnées moins 75, 50. Autrement dit, le lutin va se trouver ici. Très bien. Et on lui demande d'avancer de côté pas. Mais le côté a pris la valeur 100. Donc le lutin va avancer de 100 pas. Alors bien, il faut me suivre. Il va avancer de 100 pas. Il est là. Et il regarde toujours à 90. Il regarde toujours devant lui. Très bien. Ici, j'ai une instruction tourner. Et regardez le sens de la flèche. On me demande de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça veut dire qu'on demande au lutin de tourner. Donc, il regarde comme ça. On lui demande de tourner d'un angle égal à 120 degrés. Autrement dit, cette fois-ci, le lutin, je garde ça en rouge,
Cette fois-ci, le lutin, il regarde comme ceci. Cette fois-ci, il regarde dans ce sens. Alors là, bien sûr, je fais ça à peu près. Ça veut dire concrètement que cet angle-là est un angle de combien? De 120 degrés. Donc le lutin regarde dans ce sens. Mais il est ici. Il est ici. J'ai simplement changé son orientation. Donc le lutin, il était là, il a avancé de 100. On lui a demandé de tourner de 120. Il regarde dans cette direction. Mais il est toujours ici. Et regardez bien la boucle. Là, j'ai avancé de 100. Le lutin a tourné de 100. On refait la boucle une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on rencontre? Avancé de 100. Donc le lutin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va de nouveau avancer de 100. Mais en regardant toujours, là encore une fois, soyez indulgents, je le fais de façon approximative. Donc il est là, il va avancer de 100. Donc, je le refais à peu près. Mais il regarde toujours dans cette direction. Et bien entendu, si il a tourné de 120, c'est que cet angle-là fait nécessairement 60 degrés. Pourquoi? Parce que cet angle-là est un angle plat. 120 plus 60 égale 180. Très bien. Attention, le lutin regarde dans cette direction. On a avancé de 100. On lui demande de tourner de 120. En fait, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens, pardon, contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on lui demande de tourner de 120, donc il regarde comme ça, et on lui demande de tourner de 120, donc il va tourner de 120 comme ceci. Vous voyez, il va faire un angle ici, comme là, il va faire un angle ici de 120. Donc, en fait, il va forcément regarder dans cette direction. Il va regarder dans cette direction. Et il a, regardez bien, il a fait un angle, je vous l'indique, l'angle de 120, voyez, il a fait ici un angle, je vais mettre en bleu, il a fait ici, il a décrit ici un angle de 120 degrés. Il faut bien le voir. Voilà, 120 degrés. Ce qui veut dire que cet angle-là fait nécessairement combien? 60. Mais attention, le lutin est ici. Le lutin est ici. D'accord? Et il regarde dans ce sens. Et donc, il va revenir et on répète, on avance de combien? De 100. On avance, donc je répète, il a avancé de 100 une fois. Il a tourné. D'accord? Il a tourné. Il a avancé de 100 une deuxième fois. Il a tourné. Et il va avancer de 100 une troisième fois. Il va avancer de 100 une troisième fois. D'accord? Donc, il va finir ici. Mais attention, il regarde toujours dans ce sens. Il regarde toujours dans ce sens. Et si on veut le remettre en position, on doit le faire tourner de combien? On doit le faire tourner de combien? De nouveau, de 120 degrés. Et donc là, en tournant de 120,
Là, j'ai bien sûr un angle de combien? De 60. Et cette fois-ci, le lutin est ici, à sa position initiale, et il regarde devant lui. Il regarde, il est orienté à 90. Donc voilà ce que fait le script triangle. Maintenant, je descends pour bien voir ce qui se passe. Alors regardez bien, ici, le lutin est à ici, moins 75, 50. Il s'oriente à 90. Il s'oriente à 90. Il est toujours là. La variable côté, elle est mise à 100. Et regardez ce qui se passe ici. On va répéter 5 fois, l'instruction, le bloc triangle. En fait, on va dessiner 5 triangles. Mais attention, n'oubliez pas que au premier passage, le lutin est à cette position-là. Le lutin est à cette position-là. Je vais essayer de dessiner, de monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Le lutin est à cette position-là, au premier passage. Et regardez ce qui se passe. On met le côté à 100. Et bien sûr, on rentre dans le bloc triangle. Écoutez-moi bien, on rentre dans le bloc triangle. Donc, qu'est-ce que va faire le lutin? Il va faire tout ça. Il va décrire. Et il est ici, cette fois-ci, en ayant parcouru le programme ou le sous-programme triangle ou le bloc programme triangle, il est ici et il regarde dans ce sens. OK? Attention. Et qu'est-ce qu'on lui dit après? Avancer de côté. Ça veut dire qu'il est là, écoutez-moi bien, il est là et on lui demande d'avancer de quelle distance? De la distance prise par côté. Or, côté a une valeur égale à 100. Donc, on va le faire avancer de 100. Donc, en fait, le lutin, cette fois-ci, après le premier passage dans la boucle, il a avancé de côté, c'est-à-dire qu'il est ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est ici et il regarde toujours dans ce sens. Et en fait, on va répéter le triangle, on va répéter l'instruction triangle, mais cette fois-ci, regardez bien ce qui se passe. Avant de retourner une deuxième fois, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici ajouter moins 20 à côté. Ça veut dire que côté au premier passage, côté reçoit la valeur 100, mais lorsque on va rentrer dans la boucle une deuxième fois, la valeur de côté sera égale à 100 moins 20. Autrement dit, d'abord, je n'ai pas fait de remarque ici, mais vous avez compris. Ce bloc-là nous permet de tracer tout simplement un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce qu'on a 3 angles de 60 degrés. D'accord? Les 2 premiers angles font 60, donc le troisième fait 60. Donc, on va de nouveau tracer un triangle équilatéral, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un côté égal à 100, on aura un côté égal à combien? 80. Et ensuite, quand il va boucler, il va ressortir de la boucle, on va de nouveau tracer, donc on va avancer de 80, on va finir bien sûr ici, et on va tracer un nouveau triangle équilatéral, mais cette fois-ci, dont la valeur de côté sera égale à 80 moins 20, c'est-à-dire 60. D'accord? Voilà, voilà à peu près la difficulté de cet exercice. Donc, si vous permettez, on va maintenant formuler les questions. Donc, les questions, donc on rappelle que l'instruction s'orienter à 100 signifie que l'on se dirige vers la droite, c'est-à-dire que le lutin regarde droit devant lui. D'accord? Répondre aux questions suivantes sans justifier.
Quelles sont les coordonnées du point de départ? Ben, les points de coordonnées du point de départ, c'est abscisse moins 75, ordonnée 50. D'accord? Combien de triangles sont dessinés euh, par le script? Ben, le script va dessiner combien? Va dessiner 5 triangles. Ensuite, on me dit quelle est la nature des triangles dessinés. On a compris, comme le premier triangle est un triangle équilatéral, et comment se place de nouveau pour dessiner un autre triangle, cette fois-ci dont la longueur du côté a été diminuée de 20, on a de nouveau un triangle équilatéral. Donc le programme va dessiner 5 triangles équilatéraux, dont le premier a une longueur égale à 100, premier côté, ensuite 80, ensuite 60, ensuite 40 et ensuite 20. Très bien. Ensuite, quelle est la longueur en pas d'un côté du deuxième triangle? Ben, le deuxième triangle aura la longueur en pas du côté du deuxième triangle, c'est 100 moins 20, c'est-à-dire 80. Tracez le dessin obtenu par ce programme en prenant comme échelle 1 cm ou pour 20 pas. Donc ça, je vous montrerai. En fait, c'est une série de triangles équilatéraux qui auront, si vous voulez, ce schéma-là. Vous avez votre premier triangle, d'accord? Votre premier triangle, à peu près. Vous avez votre deuxième triangle, etc., etc., à peu près, et ainsi de suite. OK? Mais tout ça, c'est 100, 80, 60. Ensuite, alors, je continue. En fait, ce que je vous fais là, c'est en même temps une vue globale, hein. Donc après, je vais vous montrer comment on peut rédiger la réponse, hein. Donc, c'est pour avoir une vue globale. Ici, pour construire en prenant une échelle de 1 cm, on sera obligé de faire des conversions. Donc, voilà. Si au lieu des triangles, on voulait obtenir des hexagones réguliers, que devrait-on changer dans les instructions du bloc triangle? Alors maintenant, j'attire votre attention sur ceci. Ben, j'ai développé dans la semaine une remise, j'ai appelé ça mes manteaux en géométrie, parce que j'ai donc sur Internet ces jours-ci, j'ai fait des petites révisions. Et donc, j'aimerais maintenant, au lieu d'avoir un triangle, on me demande d'avoir un hexagone. Bon, alors, très rapidement, voilà ce qu'il faut savoir. D'abord, lorsque vous avez un polygone à n côtés, je répète, lorsque vous avez un polygone à n côtés, je ne dis pas un polygone régulier, je dis un polygone en général. Il faut savoir que, que la somme des mesures des angles de ce polygone à n côtés sera toujours égale, hein, la somme des mesures des angles de ce polygone, c'est le nombre de côtés moins 2. Alors ça, je l'ai démontré dans une séquence que j'ai postée il y a moins de 2 semaines, que j'ai appelé, donc j'ai fait ça en 3 fois, j'ai appelé ça mémento de géométrie. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce genre de choses. Donc là, regardez bien, j'ai un polygone à un côté. Pour déterminer la somme des angles des mesures de ce polygone, je fais n moins 2 multiplié par 180. Prenons par exemple un triangle, je dis bien quelconque. Un triangle quelconque a 3 côtés. La somme des angles d'un triangle, c'est 3 moins 2 que multiplie 180 degrés, ce qui me donne 180 degrés. Et ce résultat-là, je l'ai démontré aussi dans ces mémentos de géométrie. Maintenant, prenons un quadrilatère. Je n'ai pas dit un carré, j'ai dit un quadrilatère, c'est-à-dire un ABCD, AB est forcément différent de BC, etc. Si n égale 4, eh bien, il faut savoir que la somme des mesures de ces angles-là, je fais 4 moins 2 que multiplie 180. Et ça me fait 2 fois 180, ça me fait 360 degrés. Et si vous prenez un carré, vous avez bien 4 fois 90, ça fait bien 360 degrés. Maintenant, regardez bien, maintenant je vais raisonner avec ce qu'on appelle des polygones réguliers.
Un polygone régulier est un polygone qui a des côtés de même longueur. Un carré est un polygone régulier. C'est un polygone régulier à 4 côtés. Un pentagone est un polygone régulier à 5 côtés. Un hexagone est un polygone régulier à 6 côtés. Un octogone, c'est un polygone régulier à 8 côtés, etc. Essayons de déterminer d'abord la somme des mesures des angles qui forment un hexagone. Donc un hexagone est un polygone régulier à 6 côtés. Donc j'ai 6 moins 2 fois 180. 6 moins 2, ça fait 4. 4 fois 8, 4 fois 18, alors si je ne me trompe pas, ça fait 720 degrés. Donc ça, c'est la somme des angles d'un polygone à 6 côtés. Mais si c'est un hexagone, c'est que tous les angles ont même mesure. Ce qui veut dire que les angles internes dans un hexagone, c'est tout simplement donc la formule à retenir lorsqu'on a un polygone régulier, on fait n moins 2 fois 180 divisé par le nombre de côtés. Et dans le cas d'un hexagone, je fais donc 6 moins 2 fois 180 divisé par 6. 720 divisé par 6, ça fait 120 degrés. Ce qui veut dire que les angles à l'intérieur d'un hexagone font tous 120 degrés. Et dans un triangle équilatéral, comme les angles sont égaux, je divise 180 par 3 et je trouve bien 60 degrés. Maintenant, la question qui est posée, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, rappelez-vous, les angles internes font tous 120 degrés. Donc, la question qui est posée, qu'est-ce qu'il faut changer à ce script, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut changer à ce script-là, ce bloc, pour dessiner un hexagone? Bon, déjà, puisque j'ai un hexagone, c'est un polygone à combien? À 6 côtés. Je vais donc répéter 6 fois. Je vais donc bien sûr ici mettre côté à 100. Comment dirais-je, le lutin regarde toujours dans ce sens. Il est à la position moins 75,50. Il avance de 100. Il avance de 100. Alors attention maintenant. Attention maintenant. Je dessine rapidement à main levée. Je dessine à peu près à main levée, à peu près, hein, je dessine à peu près un hexagone. À peu près, 2, 3, 4, 5, bon, 6. Ne m'en voulez pas, c'est approximatif. Autrement dit, ici, on a dit que chacun de ces angles-là fait 120 degrés. 120 degrés, tous. OK? Donc, en fait, il faut savoir de combien je vais tourner. Mais je sais que l'angle à l'intérieur fait 120. Je sais que cet angle-là doit faire 120. Donc, si je dois faire 120, c'est que, en fait, je fais 180 moins 120, ça me fait 60. Donc, je vais demander au lutin ici, je vais modifier, tourner dans le sens contraire des aiguilles du montre, mais au lieu de tourner de combien? Au lieu de tourner de 120, je vais lui, pardon, au lieu de tourner de 120, je vais lui demander de tourner, regardez bien, puisque là, regardez bien ici, je prolonge ici. Donc là, vous avez compris que si là j'ai 120, c'est que là j'ai 60. Donc je vais lui demander de tourner de 60 degrés. Et donc le lutin, cette fois-ci, il va regarder dans ce sens. Il va regarder dans ce sens.
OK, il va regarder dans ce sens, mais bien sûr avec un angle de 60 degrés. Voilà. Il va regarder comme ceci. Donc là, vous avez compris. Là, il y a, vous voyez, donc là, j'ai été, j'ai pas été bon, j'ai pas été bon. Je vais quand même tracer un angle qui ressemble à 60. Voilà. Donc le lutin, il va regarder plutôt comme ceci. OK? Voilà. Voilà. Donc là, cet angle-là fait 60 degrés. Et donc, l'angle de l'hexagone fait bien sûr 120. Et cette fois-ci, il regarde dans ce sens. Donc, le lutin est là, il regarde dans ce sens. Il va avancer de 100, il va répéter l'opération 6 fois. Donc, ici, je mettrai 6, et là, je mettrai 60. Et voilà. OK. Donc, ici, je mettrai 6, et là, je mettrai 60. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui me va? Voilà. Ben, c'est tout. Donc, je vous invite à regarder le corrigé et le corriger. Donc là, j'ai repris un schéma plus clair. Donc là, nous avons notre bloc triangle. Donc là, j'ai expliqué répondre aux questions suivantes sans justifier. L'utilisateur clique sur le drapeau. Excusez-moi, je me suis mal pris en fait. Je vais mal partager mon écran précédemment. Je reprends quand même les éléments, hein, en espérant que vous avez bien, que tout apparaît proprement. Voilà. Donc là déjà, la lettre P, elle n'a pas à figurer là. Voilà. Voilà, donc je reprends parce que j'ai omis de sélectionner une partie de l'écran. Voilà. N'hésitez pas à prendre une feuille de papier et bien sûr à vous approprier toutes les réponses. Hein, tout ça est vraiment rédigé dans le sens de l'examen. Hein. OK? C'est pas simplement un corrigé rapide, c'est un corrigé qui a été vraiment élaboré de façon précise. Alors, il peut y avoir peut-être des coquilles, mais en principe, j'ai quand même relu. On ne sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 2. Et je passe maintenant au 3. Et donc, voilà notre script. Voilà. Alors, voilà ce que dit la réponse. Donc, quelles sont les coordonnées du point de départ? Ben, l'instruction aller à x égale moins 75, y 50 indique les coordonnées du point de départ du tracé abscisse moins 75, ordonnée 50. Combien de triangles sont dessinés par le script? Ben, l'instruction répétée 5 fois le bloc triangle indique que 5 triangles sont dessinés. Quelle est la nature des triangles dessinés? Les triangles dessinés sont des triangles équilatéraux. En effet, on avance d'une même longueur 100, 100 pas en formant des angles de 60 degrés, 180 moins 120. Ensuite, nous avons effectivement les longueurs qui sont proposées ici, pas de problème. Vous avez vos 5 triangles, vous voyez. Donc ici, 100, 80, etc. Quelle est la longueur en pas d'un côté du deuxième triangle? Le premier triangle équilatéral tracé à un côté de longueur 100 pas. Le second triangle équilatéral tracé à un côté de longueur forcément 100 moins 20, soit 80 pas, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà le résultat, sachant que 10 pas, comment dirais-je, 20 pas fait 1 centimètre. Donc là, j'ai 20 pas. Donc là, vous avez 100, 80, 60, 40 et 20. Si au lieu si au lieu de triangle, on voulait obtenir des hexagones réguliers, que devrait-on changer dans les instructions du bloc triangle? Eh ben, il suffit de remplacer, répéter 6 fois et avancer ou tourner de 60. Comme je vous l'ai expliqué,
lorsque vous allez effectivement être ici, donc je répète pour que ça soit clair, donc, lorsque vous êtes ici, donc le lutin est arrivé là, il a avancé de 100 pas, mais il regarde dans ce sens. Et vous lui demandez de tourner de 60 degrés. Et comme je vous l'ai expliqué, les angles d'un hexagone ici font tous 120 degrés. Voilà. OK? 120 degrés. Très bien. Donc, ensuite, tac, je continue. Alors, donc là, c'est pour vous rappeler les formules. Hein. Donc, la mesure d'un angle intérieur d'un polygone régulier à un côté. Encore, polygone régulier à un côté. Hein. C'est n-2 fois 180 sur n. Mais s'il n'est pas régulier, on ne divise pas par 1, on peut simplement trouver la somme des angles. OK? Donc, pour un hexagone, n égale 6, voyez, et ça me donne une mesure de 120. Et un exemple, la mesure de l'angle extérieur est donc égale à 180 moins 120, ce qui explique tourner de 60 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect. On peut appliquer cette formule au triangle équilatéral, vous voyez, trois côtés, mais divisé par 3, ça fait bien 60 degrés. Donc voilà pour l'exercice numéro 4. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 5. Pardon, ça c'est l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat. Alors en fait, de quoi il s'agit? Ici, nous avons ce qu'on appelle un champ rectangulaire, un jardin rectangulaire dont l'aire est 100 mètres carrés. Donc l'aire du jardin A, B, E, C fait 100 mètres carrés. Nous avons ici 3 zones, zone 1, zone 2 et zone 3. La zone 1, c'est plantation de tomates. La zone 2, c'est la plantation de radis. Et la zone 3, c'est une plantation de fraisiers. Ici, vous avez ce qu'on appelle une entrée. Et donc, cette partie-là, elle est grisée. Ça veut dire que là, j'ai ce qu'on appelle un demi-cercle. Donc là, j'ai tout simplement un disque de diamètre 2 mètres. Et donc, cette région-là n'est pas cultivée. Donc, les seules régions cultivées, c'est ces zones-là. Zone 1, zone 2 et zone 3. Or, ce disque-là. D'accord? Très bien. Donc, la première question, c'est l'entrée est un demi-disque délimité par le demi-cercle de diamètre TF. Zone assurée sur la figure, elle doit rester libre de toute plantation. Justifier que la largeur du terrain correspondant au segment CA est égale à 8 mètres. On me demande de démontrer que ça fait 8 mètres. Ce n'est pas très compliqué. Je sais que l'aire du jardin fait 100 mètres carrés. Ici, tout le monde a compris que l'aire du jardin, c'est quoi? C'est l'aire du jardin A, B, E, C, c'est tout simplement CA que multiplie CE. Je sais que l'aire du jardin fait 100 mètres carrés. CA, je ne connais pas. Que multiplie CE? CE, j'ai qu'à additionner puisque j'ai C, D, F, E sont des points alignés, ce qui veut dire que la longueur CE est égale à CD plus DF plus EF. Ça fait donc 8,5 plus 4, 12,5. Et j'en déduis CA égale 100 divisé par 12,5. Et en théorie, puisqu'on me demande de démontrer que CA égale 8 mètres, je vais donc trouver, effectivement, donc CA égale 8 mètres. OK. Donc ça, c'est la réponse à la question A. Ensuite, tracer un plan du terrain avec les différentes zones à l'échelle 1/80e. Qu'est-ce que ça veut dire une échelle 1/80e? Ça veut dire que 1 cm sur le dessin va représenter 80 cm dans la réalité. Donc on a on peut construire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Donc l'idée, c'est de convertir ces longueurs-là en centimètres. Et donc tout ce qu'on a à faire pour trouver
la longueur sur le dessin, c'est dire 6,50 m, c'est 650 cm, 2 mètres, c'est 200 cm, 4 mètres, c'est 400 cm, et on avait trouvé 8 mètres, c'est 800 cm. Donc, pour trouver les longueurs, les mesures, les longueurs sur le dessin, je divise toutes ces longueurs réelles par 80. Là, j'aurai 10, je divise par 80, je divise par 80. Bon, je le ferai juste après. Et on va trouver donc toutes ces mesures. OK? En construisant un tableau de proportionnalité. Alors, bah, je préfère répondre à cette question tout de suite, comme ça sera plus clair. Donc, voilà notre situation. Donc, justifier que CA égale 8 mètres, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, l'aire du rectangle ABEC est égal à CE fois CA. Et donc, CE qui est égal à CD plus DF plus FE. On en déduit donc que CE est égal à 6,5 plus 2 plus 4, soit 12,5 mètres. Et comme CE fois CA égale 100 mètres carrés, j'en déduis que CA égale à 100 sur CE, c'est-à-dire 100 sur 12,5, d'où CA égale 8 mètres. Tracer un plan du terrain avec les différentes zones à l'échelle 1/80e. Échelle 1/80e signifie qu'une longueur de 1 cm sur le plan représente 80 cm en longueur réelle. Donc, pour tracer un plan du terrain, il faut diviser toutes les longueurs réelles par 80 afin d'obtenir des longueurs sur le plan. Et donc, nous avons ici notre tableau de proportionnalité. Donc là, j'ai les longueurs réelles en centimètres. Et pour trouver la longueur sur le plan, je divise toutes ces longueurs par 80, ou bien je multiplie toutes ces longueurs par 1/80e. Et donc, voilà ma figure réalisée. Bien sûr, j'ai repris ces mesures. J'ai arrondi pour celui-là, j'ai mis 14,6. Parce que le CE, ça ne tombe pas tout à fait juste. Voilà, donc vous voyez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,1 cm. Et là, vous voyez bien 2,5 cm. Voilà. Et là, c'est 5, 1, 2, 3, 4, une moitié, ça fait bien. Et là, si vous comptez le nombre de carreaux, vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Donc voilà, voilà pour la figure réalisée à l'échelle. Ensuite, le directeur d'école veut installer une bordure sur les 3 côtés autour de la zone 1. Oui. Donc en fait, il veut installer une bordure AC, CD, AD. Bon, AC, on connaît sa longueur. CD, on connaît sa longueur. Il ne reste plus qu'à calculer AD. Et vous avez compris que AD, le triangle, on va donc appliquer Pythagore au triangle rectangle ACD, donc rectangle en C. On va donc écrire que AD carré est égal à AC carré plus CD carré. Donc je n'ai plus qu'à remplacer. AC carré, c'était 8 au carré. CD carré, c'est 6,5 au carré. Et on fera le calcul juste après. On va donc déduire que AD est égal à la racine carrée de ce que je vais trouver au-dessus. Alors, je regarde ce qu'il propose une réponse. La question C, démontrer que AD est égal à 106,25. Bon, là, je ne vais pas refaire les calculs ici. Je reprends mon corrigé, hein, c'est beaucoup plus rapide. Voilà le calcul précédent. Donc, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle ACD rectangle en C, il faut toujours indiquer, très important, il faut toujours indiquer où la position de l'angle droit. Donc, je parle du triangle ACD rectangle lancé. Ce qui veut dire que, si le rectangle lancé, ça veut dire que AD en est l'hypoténuse. Donc, AD carré égale CA carré plus CD carré. Je remplace et je trouve bien AD égale racine carrée de 106,25 mètres. Donc, ça, c'est la question petit a. Petit b, déterminer la longueur de la bordure qu'il doit acheter. On donnera le résultat en mètres. Alors, bien sûr, la longueur de la bordure, vous avez compris. On va donc faire AC plus CD plus AD. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème.
ce qui va me donner tout simplement CA plus 1D plus DC. Voilà. Et bien sûr, en arrondissant, puisque racine carrée de 106,25, ça ne tombe pas tout à fait juste, et on doit trouver 25 mètres arrondis au mètre près. D'accord? 25 mètres arrondis au mètre près. Puisque on me dit, on donnera le résultat en mètres arrondis à l'unité. Les bordures sont vendues par rouleau de 4 mètres. Déterminez le nombre de rouleaux nécessaires. J'ai 25 mètres, 25 mètres de clôture. Comme c'est vendu par rouleau de 4, pour trouver le nombre de rouleaux, je n'ai qu'à faire la division, tout simplement. Et je fais 25 divisé par 4. 25 divisé par 4, ça fait 7. 7 et des poussières. Donc 7,2 et des poussières. Alors, donc, ça me fait donc forcément, comme on ne peut pas acheter des moitiés ou des quarts de rouleau, on sera obligé d'acheter donc 8 rouleaux, ce qui est à peu près. Alors, donc on a trouvé ici 25 mètres. Ouais, donc j'ai fait une bêtise. Hein. J'ai fait 25, j'ai divisé par, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai corrigé pour voir ce que j'avais écrit. J'ai écrit 25 divisé par 4, j'ai écrit 7. Bon, j'ai compris que c'est plutôt 6. Hein. 6 fois 4, 24. 7, ça serait, c'est beaucoup. OK, donc c'est corrigé. Heureusement que le corrigé est là. Donc ça fait 25 divisé par 4, ce qui fait 6,25, soit un total de combien? 7 rouleaux. Maintenant, la question, c'est on veut déterminer l'aire de chacune des zones. Alors, regardez bien ce qui est important. L'aire de chacune des zones, c'est que, en fait, donc là, je vous montrerai le corrigé. Déterminer l'aire de la zone 1 ne pose pas de problème. La zone 1, nous avons toutes, puisque le triangle est rectangle, tout le monde a compris que l'aire de la zone 1, c'est AC 8, je multiplie CD 6,5, et comme le triangle est rectangle, divisé par 2. L'aire de la zone 2, ben, nous avons 4, donc FE, que multiplie BE, c'est-à-dire 8, divisé par 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la zone 3. La zone 3, en fait, c'est une figure qui ressemble, qui n'est pas une figure régulière, puisque là, elle est délimitée par ce demi-cercle. Donc, l'idée est très simple pour la zone 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien comprendre ceci. Je vais donc dire que l'aire de la zone 3, regardez bien, l'aire de la zone 3, c'est l'aire du jardin dans sa totalité. C'est l'aire du jardin, c'est-à-dire 100 mètres carrés. C'est l'aire du jardin, 100 mètres carrés. Auquel je retire quoi? Auquel je retire l'aire de la zone 1, j'abrège, plus l'aire de la zone 2, plus le demi-disque qui n'est pas planté, plus l'aire de ce demi-disque. Alors, je fais le calcul en aparté, je vous montrerai après le corriger tout simplement. Je vous rappelle l'aire d'un disque de rayon R. C'est pi R au carré. Ça, c'est l'aire d'un disque. Je sais que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc, je peux calculer l'aire d'un disque autrement, en faisant pi d sur 2 au carré. Mais d sur 2 au carré, c'est pi d2 sur 4. Très bien. Pi d2 sur 4. Ça, c'est l'aire d'un disque. L'aire d'un demi-disque, c'est 1/2 de pi d2 sur 4. Ça veut dire tout simplement, mais comme le diamètre est égal à 2, vous voyez, le diamètre ici est égal à 2, ce qui veut dire que l'aire de cette région, de ce demi-disque-là, c'est 1/2 que multiplie pi, que multiplie 2 au carré,
sur 4. Mais 2 au carré sur 4, ça fait 1. Et donc, l'aire de ce demi-disque, c'est tout simplement pi sur 2. Donc, c'est l'aire de la zone 1 plus l'aire de la zone 2 plus pi sur 2. Et j'aurais trouvé ainsi l'aire de la zone 3. Alors, je vous propose d'un corriger, rédiger. Voilà ce que ça donne. Alors, on me dit. Donc, calculer l'aire de la zone 1 en mètres carrés, c'est facile. C'est base fois la hauteur divisé par 2. Et ça me fait R de la zone 1, 26 mètres carrés. R de la zone 2, pareil. Le triangle, nous avons un triangle rectangle en E. J'applique la formule du triangle et ça me donne une R de 16 mètres carrés. Maintenant, on déduit l'aire de la zone 3 où on plante des fraisiers. Attention, il faut bien sûr sans la zone entrée assurée sur la figure, en mètres carrés. Donc, donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie au dixième. Regardez bien, l'aire du demi-disque DF, le diamètre DF, égale 2 mètres, est égal, donc je vous répète, je vous ai expliqué le détail, c'est 1 demi fois pi fois d au carré sur 4, ce qui donne une R égale à pi sur 2 mètres carrés. Ce qui veut dire que l'aire de la zone 3, c'est l'aire du jardin total, 100 mètres carrés, moins la somme de ces 3 aires. Et bien sûr, la valeur exacte, c'est l'aire de la zone 3, égale à 158 moins pi sur 2 mètres carrés, soit 56,4 arrondi au dixième. Donc, l'aire de la zone 3 est donc approximativement égale à 56,4 mètres carrés. Alors, on y est presque. C'est fini. Alors, on y est presque. Ici, on s'intéresse à la culture des fraises, des fraisiers. Pardon. Sachant que l'on peut planter 6 pieds de fraisier par mètre carré et qu'un pied de fraisier, rappelez-vous, la zone des fraisiers, c'est bien entendu, c'est la zone 3, hein, qui est dédiée aux fraises. D'accord? Alors, donc ici, on me dit, sachant qu'on peut planter 6 pieds de fraisier par mètre carré et qu'un pied de fraisier produit en moyenne 650 grammes de fraises par année, quelle masse de fraises les élèves peuvent-ils espérer récolter? Donc déjà, vous avez compris, je ne sais pas combien on avait trouvé de mètres carrés tout à l'heure, on avait trouvé 56,4 mètres carrés. Donc, chaque mètre carré, on peut planter 6 pieds, ce qui me fera donc 6 fois 56,4. Mais chaque pied produit 650 grammes. On convertit 650 grammes en kilos, ça fait 0,650 kilos. Et on multiplie tout ça pour trouver le résultat en kilogrammes. Et voilà ce que ça donne. Ça me donne donc. Alors, bien sûr, là, j'ai gardé la valeur exacte. Hein, j'ai gardé la valeur exacte, je n'ai pas repris 56,4. Donc, l'aire de la zone, c'est 58 moins pi sur 2. Et on peut planter 6 pieds, donc on multiplie par 6, ce qui veut dire à peu près 338 pieds. Et ce résultat-là, on le multiplie par 0,650 kg, soit 220 kg arrondi à l'unité. Donc ça, c'est la partie A de l'exercice. Donc, ce n'était pas très compliqué, mais comme vous le voyez, il ne fallait pas trop perdre de temps parce que c'est relativement long. Je passe à la partie B. Alors, la partie B, elle s'arrête ici. OK. La partie B, voilà ce qu'elle dit. Fin juin, l'école décide de récolter des fraises pour faire de la confiture. Les élèves récoltent ainsi 25 kg de fraises. La recette de confiture de fraises dit que la quantité de sucre nécessaire doit correspondre à 55 grammes, à 55% de la masse totale avant cuisson. Quelle masse de sucre arrondie au kilogramme le directeur doit-il acheter pour respecter cette recette? Donc en fait, si nous avons 55% de quantité de sucre, c'est que bien sûr, nous aurons 45% de quantité de fraises. Et, d'accord, on me demande
on me demande donc, on vous dit que la recette de confiture, alors, nous avons ici 25 kilos de fraises. On va donc construire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité, où vous avez d'un côté, puisque je cherche quelle masse de sucre, donc je peux placer le pourcentage de sucre ici et fraises ici. J'ai ici, donc tout ça je le présentais plus proprement tout à l'heure, j'ai ici 55%, donc là j'ai combien? 45%, mais je sais que la quantité de fraises c'est 25 kilos, et donc là je cherche la quantité X de sucre, et je fais ce qu'on appelle le produit en croix. Je fais donc 45 fois X égale 25 fois 55, et je tire la valeur de X. Donc ça, je vais le présenter proprement. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, j'en profite pour directement. Alors, soit X, la masse de sucre que le directeur doit acheter. Dressons un tableau de proportionnalité. Donc, voilà notre tableau. Nous avons le sucre, nous avons les fraises, le pourcentage de sucre, forcément 45% de fraises, qui bien sûr représente 25 kg. Quelle est la masse de sucre? Là, c'est X. Je fais mon produit en croix et je tire la valeur de X. Ou je fais le passage à l'unité, ou je fais une règle de 3. C'est quand je veux. D'accord? Hein, je peux faire une règle de 3, ce n'est pas un problème. Donc, le directeur doit acheter 31 kg de sucre. Là, je vous pose directement la question. Sachant que 3 kg de fraises permettent de réaliser 4,8 litres de confiture, combien de litres de confiture peut-on réaliser? Donc, c'est pareil. Ici, je vais construire encore une fois un tableau de proportionnalité. Et je vais, puisque je cherche le nombre de litres de confiture, donc je vais dire soit X, le volume de confiture réalisé. D'accord? À partir de 3 kg de fraises. 3 kg de fraises, me permettent de réaliser 4,8 litres de confiture. Donc là, j'ai quoi? 3 kg de fraises, j'ai 4,8 litres de confiture, mais je dispose en fait de 25 kg de fraises, donc le volume de confiture que je peux en tirer, c'est X. Et comme tout à l'heure, je fais mon produit en croix, 3X égale 25 fois 4,8, d'où X égale 40 litres. Donc, on peut donc réaliser 40 litres de confiture, n'est-ce pas, avec 25 kg de fraises. Bon, je vous montre quand même le sujet tel qu'il est présenté après. Regardez ce qu'ils disent. Ils décident de conditionner cette confiture dans des pots cylindriques dont la base est un disque de diamètre 8,4 cm et dont la hauteur mesure 11 cm. Attention, les pots ne peuvent être remplis qu'au 8e de leur capacité maximale. Déterminer le nombre de pots de confiture qu'ils devraient réaliser. Je vous rappelle que l'air, là on vous rappelle toujours, on vous dit que le volume d'un prisme ou d'un cylindre, c'est l'air de base que multiplie la hauteur. Dans le cas d'un cylindre, l'air de base est un disque. L'air de base est un disque. Donc l'air, le volume d'un cylindre, c'est l'air de base, c'est pi r au carré fois h. Mais r, je peux aussi écrire pi d2 sur 4 fois h, si je prends le diamètre. Bon, je ne vais pas trop vous embêter, je vais prendre le rayon. On me donne un diamètre de 8,4, ce qui veut dire que le volume de mon cylindre sera égal à pi que multiplie 4,2 au carré que multiplie la hauteur h en centimètres. Ça, c'est le volume de mon cylindre. Mais attention, les pots ne peuvent être remplis qu'au 8e. Donc, chaque pot ne pourra contenir que ce volume du cylindre
que multiplie 8 neuvièmes. Et rappelez-vous, on avait un total de 40 litres. Pour trouver le nombre de pots de confiture qu'il faut, on va diviser 40 litres par le volume de confiture contenu dans chaque pot. Donc, je vous propose le rédactionnel de cette réponse que j'ai déjà abordé là. Alors, voici. Donc, voilà ce qu'on me dit. Alors, le volume V d'un cylindre dont la base est un disque de rayon R et de hauteur petit h est égal à, donc, pi R carré fois h. Très bien. Le pot de confiture est un cylindre avec R égale 4,2 cm. J'ai divisé le diamètre par 2. Et H égale 11 cm. Donc le volume V est égal à pi fois 4,2 au carré fois 11 cm3. Mais attention, donc calculer, ça fait soit 194,04 pi cm3. Attention, le volume de confiture contenu dans un pot doit être égal au 8 neuvième de ce volume-là. Je multiplie ce résultat par 8 neuvième, ce qui me donne un volume de confiture. Attention, là, il est en centimètres cubes. Pour le convertir en litres, rappelez-vous, 1 centimètre cube est égal à 1 millième de décimètre cube. Or, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Par conséquent, 1 centimètre cube est égal à 1 mètre cube divisé par 1000. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'en divisant par 1000, ça me donne 0,17 248 pi litres. Donc, le nombre de pots nécessaires pour conditionner 40 litres, on va diviser 40 par ce volume, ce qui me donne à peu près 73,8. Il devrait donc réaliser 73 pots de confiture. Ou si vous préférez, 73 plus un chouïa pour le 74e. D'accord? Alors, je continue. Le numéro 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est un petit peu long. Alors, on va y arriver. Alors, numéro 5. Donc ici, on vous dit, un enseignant souhaite décorer sa salle de classe avec une frise chronologique allant de la chute de l'Empire, donc romain année 476, à nos jours. Donc en fait ici, la frise elle va démarrer ici, et donc là c'est l'année 476. Et à nos jours, donc ça veut dire que là, pardon, ça veut dire que là, ça veut dire que là, on sera à l'année 2023. 476, 2023. Donc en fait, la frise, elle va aller, comme on vous dit ici, pour effectuer cette frise, l'enseignant doit prévoir d'assembler bord à bord des feuilles de format A4 dans le sens de la longueur. Alors attention, je n'ai pas aussi indiqué peut-être une autre information. En fait, cette frise devra couvrir 3 murs de la salle. Hein, c'est-à-dire le mur nord, oui, le mur nord, le mur est et le mur sud. Sachant que dans le mur ouest, il n'y a pas de mur puisqu'il y a une porte. Okay, donc simplement, la frise, elle sera donc égale, la longueur de la frise, c'est 8,8 plus 7 plus 8,8. OK. Donc, pour effectuer cette frise, l'enseignant prévoit d'assembler bord à bord des feuilles de format A4, attention, dans le sens de la longueur. Ça veut dire qu'en fait, les feuilles, elles seront juxtaposées ainsi. Le format A4, mais dans le sens de la longueur. Je fais ça à peu près. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. OK? Et ainsi de suite. OK? Alors, question, montrer qu'il faudra combien? 83 feuilles pour réaliser la frise. Bon, c'est très facile, puisque
j'ai la longueur de la frise, c'est 8,8. La longueur de la frise, c'est 2 fois 8,8. Donc, c'est 2 fois 8,8 plus 7. Mais comme on dispose, donc on relie bord à bord donc les feuilles A4, mais dans le sens de la longueur, donc il faut diviser par. Donc attention, là c'est des mètres, et donc là c'est des centimètres. Donc deux possibilités, ou on convertit ça en centimètres, ou alors on va diviser par 0,297 mètres. Et on va trouver normalement 83. Donc je vais vous montrer le calcul. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, voilà. Pour effectuer cette frise, voilà. La longueur totale des trois murs est égale à 2 fois 8,8 plus 7, soit 24,6 mètres, ou bien 2460 cm. Donc la longueur de la frise est égale à 2460 cm. Comme les feuilles sont assemblées bord à bord dans le sens de la longueur, donc la longueur fait 29, la longueur d'une feuille fait 29,7. Donc il faut combien de feuilles? 2460 divisé par 29,7. Attention, il me faut, bien sûr, cette fois-ci, il faut arrondir par excès. C'est logique. Si je prends 82 feuilles, je n'aurai pas couvert la totalité. Donc il faut prendre, bien sûr, 83 feuilles. Question, par combien de centimètres est représentée une année sur cette frise chronologique? Par combien de centimètres? Rappelez-vous, on démarre à 476. On finit à nos jours à 2023. Donc, en année, la frise, elle fait 2023 moins 476. Et pour trouver combien de centimètres représente chaque année, il suffit de faire une petite division. Donc, regardez bien, nombre d'années étant écoulé depuis la chute de l'Empire, en 476 à nos jours, c'est 1457 années. Donc, ces 1457 années représentent une longueur de 2460. Donc, une année représente 1447 fois moins. Je divise et je trouve 1,59 cm, soit 1,6 cm au millimètre près. Donc, chaque année est représentée sur la frise par une longueur égale à 1,6 cm au millimètre près. Très bien. Alors, attention maintenant, l'enseignant a réparti. Alors, je vais prendre la question dans sa forme originelle. Donc ici, on vous dit, l'enseignant euh, a répertorié dans une feuille de calcul automatisée des dates importantes qu'il aimerait faire figurer sur cette frise. Donc, en cellule B2, il entre 476. En cellule B3, donc il entre la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, 1492, et début de l'époque contemporaine, 1789. Donc ici, on m'indique ici, proposer une formule à valider dans la cellule C2 pouvant être étirée vers le bas afin de trouver tous les résultats de la colonne C. Donc dans la colonne C, je dois afficher le nombre de centimètres du début de la frise. Donc tout le monde a compris que au début de la frise à 476, j'ai parcouru une distance de 0 cm. Donc là, c'est un calcul direct. C'est comme si je faisais 476 moins 476 divisé par le nombre de centimètres. Donc ici, qu'est-ce que je vais rentrer comme formule dans la cellule C2? N'oubliez pas que je veux déterminer le nombre de centimètres du début de la frise. D'accord? Okay. Je sais qu'une année, rappelez-vous,
on a arrondi, hein. On a vu tout à l'heure qu'une année était à peu près égale, une année est à peu près égale à 1,6 cm. Donc, en fait, je vais d'abord faire quoi? Faire cette cellule-là moins cette cellule-là. Mais cette cellule-là, elle porte une valeur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 1492, donc cellule B2, pardon, cellule B3. Alors, est-ce qu'il me demande de proposer une formule? Entrer dans la cellule. Ah oui, donc c'est là qu'il faut rentrer la formule. Donc, je vais rentrer B 476 moins, et je vais entrer cellule B2. Ça me donnera le nombre d'années. Et je vais multiplier ce résultat-là. Alors, je ne me rappelle pas combien ça faisait, mais je vais reprendre la valeur exacte. Mais j'ai écrit la valeur approchée, 1,6, mais tout à l'heure, je vais prendre la valeur exacte. Et donc, quand je vais tirer la formule vers le bas, là, il y aura toujours 476. Là, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû plutôt commencer par B2 moins 476. Je vais trouver un nombre négatif. Alors, je vais corriger, si vous permettez. Corriger. Voilà. Donc, je vais faire égal. J'ouvre une parenthèse. B2, B2 moins 476. Ça me donne la durée en années que multiplie. Chaque centimètre fait 1,6 chaque année fait 1,6 cm. Et voilà. Bien sûr, tout à l'heure, je vais prendre la valeur exacte. Et donc, quand je vais tirer ma formule vers le bas, ici, j'aurai quoi? Forcément, B3, c'est-à-dire 1492, moins 476, multiplié par le même nombre. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? J'aurai bien sûr B4 moins 476 fois 1,6. Maintenant, je vais proposer aussi une autre solution. Si je ne veux pas écrire le 476, je veux écrire une cellule. Là, je vais simplement écrire B2. Allez bien, je vais écrire B2. Là, vous n'êtes pas obligé, hein. Et comme je vais tirer la formule vers le bas, je vais garder la lettre B. Et je vais mettre un dollar devant le 2. Ça veut dire que, multiplié par 1,6. Ça veut dire que quand je vais tirer ma formule vers le bas, j'aurai toujours la lettre B. Et comme j'ai figé la ligne, j'aurai toujours 476. Voilà. Donc, voilà pour la réponse. Donc, ici, alors, comment j'ai rédigé ça? Donc, vous voyez, ça, c'est la valeur exacte. OK. Qui donne 1,59 cm. OK. Alors, on me dit, donc dans la cellule C2, saisir la formule. Donc, B2 moins 476. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai écrit 1,6 cm, mais j'ai préféré reprendre la valeur exacte. Ou alors, ou bien, vous voyez, B2 moins le 476, j'ai figé la ligne, ça me fait pareil. OK. Voilà pour le petit 3. Je continue. Donc ici, sachant que la formule validée dans la cellule D2 est, alors ça se lit ant, c'est la troncature de entier. Ça veut dire quoi, ant, c'est 2, 29,7. Ça veut dire que je vais diviser donc le nombre de centimètres par 29,7. Et ça me donnera donc, comme c'est écrit ici, la question c'est déterminer à quoi correspond le nombre D. Ben, ça me donnera, puisque ça me donnera le numéro de la feuille. Vous voyez, donc ici au départ, il me faut la première feuille pour matérialiser le départ. Donc en fait, ici, la fonction partie entière, c'est une troncature. Donc si par exemple je trouve, je ne sais pas, si j'ai ant, si je fais le calcul, ça me donne, je sais pas, ça me donne 27,3
46, 48, ce résultat-là me renverra tout simplement 27. Et donc là, j'incrémente. Ce qui va me donner tout simplement la réponse, je la formule ainsi. Donc, sachant que la formule valide dans cette cellule 2 est en K, détermine à quoi correspond le nombre de la cellule D2 au sein de la salle de la classe. Regardez bien. Là, voilà. Le nombre renvoyé par ente C2 divisé par 21 est une troncature de ce nombre. Hein. On prend que la partie entière. Okay. Ensuite, si on choisit cette formule, il va manquer une feuille pour atteindre la date retenue. C'est pour ça qu'on rajoute le plus 1 dans la formule, puisque quand on va démarrer à 476, il me faut la première feuille. Donc, le nombre entier majoré de 1, affiché dans la cellule de la colonne D, correspond au numéro de la feuille A4, au numéro de la feuille A4 associé à la date affichée dans la colonne B. Très bien. Sur quel mur de la classe se trouvera l'événement l'accostage de Christophe Colomb sur le continent américain, marquant la fin du Moyen Âge, si on le positionne sur la frise. Christophe Colomb, la date, c'est 1492. Je cherche le nombre d'années qui séparent 1492 de 476. Je multiplie, donc ça c'est le nombre d'années. Chaque année fait tant de centimètres. Je multiplie par le nombre et je trouve un total de combien? 1615,6 cm. Alors, est-ce que je suis dans le mur nord, le mur est ou le mur sud? C'est très facile. La longueur de la frise couvrant le mur nord et est, c'est 880 cm, 8,8 mètres, plus 7 mètres, 700 cm, ça me fait 1580 cm. Or, je suis rendu pour Christophe Colomb à la distance 1616. Et 1616 est supérieur à 1580. Ce qui veut dire tout simplement que cet événement-là va se situer dans le mur sud. Donc voilà pour l'exercice 5. Alors j'espère que vous tenez le choc, mais sinon, bon, vous pouvez revenir une autre fois si vous le souhaitez. Je passe maintenant à l'exercice 6 de probabilité. On me dit ici, dans une école élémentaire, 150 élèves, dont 80 sont des filles. Le directeur veut mettre en place un orchestre à l'école. Il réalise une enquête auprès des familles de l'école afin de connaître les élèves qui pratiquent déjà un instrument de musique. À partir de l'enquête, il apparaît que 24% des élèves sont musiciens. Donc, en fait, ici, le nombre de musiciens apparaît là. Et donc, c'est 24% de combien? De 150. Alors, je vais prendre juste ma calculatrice. Si je fais donc 24% de 150, ça me fait un total de 36 musiciens. Donc là, j'ai 36 musiciens. Je vais le rédiger après. Ensuite, on me dit, parmi ces élèves, 16 sont des garçons. Donc là, j'ai 16 garçons. Et là, vous avez compris, j'ai 80 sont des filles. Donc forcément, 70 sont des garçons. J'ai ici 36 au total de musiciens, dont 16 garçons, ce qui veut dire qu'il y a 20 filles musiciennes. Là, j'ai nombre d'élèves musiciens parmi les filles, 20. Donc, élèves non musiciens parmi les filles, 60. Donc, vous avez compris ici 16. Donc là, ça me fait combien? 54. Et là, si je me trompe bien, ça fait 114. 114, 140, voilà. Donc voilà à peu près la répartition. Donc ce tableau-là n'est pas compliqué, reproduire et compléter le tableau. Dans cette question, n'est-ce pas? Dans cette question, alors est-ce qu'il y a plusieurs? Ah, il y a plusieurs questions. C'est dommage, parce que là,
Bon, tant pis. Alors, dans cette question, on écrira les résultats sous forme de fractions irréductibles. Quelle est la probabilité pour que ce soit un garçon? Une probabilité, c'est toujours un nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Il y a combien de garçons? Il y a 70 garçons, ce qui veut dire que la probabilité de désigner un garçon, c'est tout simplement 70 sur 150, c'est-à-dire 7 sur 15. Quelle est la probabilité que ce soit une fille musicienne? Une fille musicienne, il y a 20 filles musiciennes, ce qui veut dire 20 sur 150. On fera les calculs après. Quelle est la probabilité que ce soit un élève non musicien? Alors regardez bien, probabilité que ce soit un élève non musicien. Donc les non musiciens, c'est 114. Un élève non musicien, c'est 114 divisé par 150. Très bien. Alors, nos réponses, elles donnent ceci. Donc là, j'ai rédigé un peu plus proprement. Alors voilà ce que ça donne. L'école compte 150 garçons, dont 80 filles. Il y a donc 70 garçons. Le nombre d'élèves musiciens est égal à 24 sur 100 fois 150, c'est-à-dire 36. Parmi ces élèves, 16 sont des garçons. On peut compléter le tableau comme vous le voyez. Donc là, j'aurais pu effectivement rajouter cette partie. Rajouter en plus. OK. Et donc, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? La probabilité que ce soit un garçon, c'est le nombre des cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, G, c'est l'événement, je rédige, hein, soit G, l'événement, la personne interrogée est un garçon. Donc, P de G égale 70 sur 150, c'est-à-dire 7/15. Quelle est la probabilité que ce soit une fille musicienne? Donc, je rédige, soit F et M, l'événement, soit F et M, l'événement, la personne interrogée est une fille musicienne. Donc, la probabilité d'être fille et musicienne, c'est 20 sur 150, soit 2 sur 15. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon non musicien? Ah, pardon, j'ai mal lu tout à l'heure. J'ai mal lu tout à l'heure. J'ai lu probabilité que ce soit un non musicien. Donc, je corrige. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon non musicien? Le nombre de garçons non musiciens, c'est combien? 54. D'accord? Donc, la probabilité que ce soit... alors, donc, là, c'est moi qui ai vraiment mal lu, mal corrigé. Donc, je vais revenir à l'énoncé, si vous permettez. Là, il faut que je reformule ma réponse. Alors, quelle est la probabilité que ce soit un élève non musicien? Donc, j'ai bien lu. OK. Donc, le petit c, quelle est la probabilité que ce soit un élève non musicien? Donc, j'ai bien 114, d'accord? Probabilité que ce soit un élève non musicien, c'est bien 114 sur 150. Voilà, bien ça. OK. Maintenant, on passe à la question suivante. L'élève interrogé est un garçon, hein? Autrement dit, l'univers, cette fois-ci, il change. L'élève interrogé est un garçon. Ça veut dire que maintenant, on ne travaille plus avec les 150, mais on travaille avec les 70. Hein? L'élève interrogé est un garçon. Donc, mon dénominateur, c'est 70. Question, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? Ah, zut. Alors, l'élève interrogé est un garçon. Quelle est la probabilité qu'il soit musicien? Donc, parmi ces 70, il y a combien de musiciens? Il y en a combien? 16. Donc, la probabilité que ce soit un musicien, c'est 16 sur 70. Voilà. Ensuite, 30%, donc on simplifie, ça fait 8 sur 35, 30% des élèves, des filles musiciennes jouent d'un instrument avant. Donc 30% des filles musiciennes. Quel pourcentage cela représente-t-il par rapport à l'effectif total de l'école? Donc 30% des filles musiciennes jouent de l'instrument. Alors, il y a combien de filles musiciennes? Il y a bien sûr 20 filles musiciennes. D'accord? Et 30% de 20,
30% de 20, c'est 6 filles. Et quelle est la proportion dans la population totale? On divise 6 par 150, multiplié par 100, c'est bien sûr 4% de l'effectif total. Voilà, ainsi, vous avez devant vous le corrigé complet de l'épreuve session 2023, groupement 1 du CRPE. Je redéroule devant vous la totalité de l'épreuve. Donc voici le corrigé rapidement. Vous pouvez faire des captures d'écran. Voilà, je déroule. Voilà, bien. Voilà. Alors après, le script qu'on a expliqué. Voilà mes résultats. Voilà. Exercice 4. Taux de proportionnalité. La figure à l'échelle. Alors j'en profite pour vous dire, pour ceux qui veulent préparer la session CRPE 2024, vous pouvez bien sûr me rejoindre. Et donc, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un mail à infomat@gmail.com et vous aurez ainsi déjà dans un premier temps accès à toutes mes remises à niveau depuis 2015 à ce jour, d'accord? Ce qui vous permettra effectivement de préparer activement cette session. Donc voilà, donc je vous rappelle quand même, je vais réécrire un peu plus haut mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient me contacter. Vous pouvez aussi m'appeler au téléphone si vous le souhaitez. Donc voilà mon adresse mail. Donc c'est infomat@gmail.com. Je vais corriger, c'est mal mis. Voilà. Voilà. Et mon numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent, 06 95 94 39 42. Donc encore une fois, si vous souhaitez préparer le CRPE de façon active, vous aurez à disposition donc toutes les remises à niveau depuis 2015 à ce jour. Et bien sûr, en étant abonné à la chaîne, en étant abonné à, à cette préparation-là, vous aurez aussi accès à toutes les préparations que j'ai effectuées depuis 2013 à 2023. Voilà, je vous dis donc, n'hésitez pas à commenter et à très bientôt pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc ceci complète le corrigé de la session. Et pour ceux qui veulent me retrouver, vous avez tous les éléments pour me rejoindre. Je vous dis à très bientôt.